À l'aube, quand la mer des Caraïbes a rendu son dernier verdict, un bateau rapide se trouvait immobilisé au milieu des flots, moteur brisé, pont éventré, 3 hommes menottés sous le regard d'un hélicoptère qui n'avait jamais cessé de tourner au-dessus de lui. Ce qui avait commencé comme une simple traque s'achevait en une scène presque silencieuse, presque ordinaire. Sauf que sur ce pont s'entassaient des ballots de cocaïne dont la valeur estimée atteignait 65 800 000 $. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter quelques heures en arrière, avant l'aube, avant les coups de feu de sommation, avant même que ce bateau ne devienne autre chose qu'une tache blanche sur un écran thermique. Tout avait débuté un peu avant 6 heures du matin, heure locale, quelque part, au large, dans une mer étrangement calme, de cette calme trompeur qui précède souvent les ennuis. À environ 150 mètres d'altitude, un hélicoptère Dolphin des gardes-côtes américains appartenant à l'escadron tactique d'interdiction connu sous son sigle fendait l'air gris-bleu du petit matin. Personne à bord ne s'était levé avant le lever du soleil pour admirer le paysage. L'équipage fixait un écran, celui de la caméra thermique, où venait d'apparaître une silhouette blanche filant sur l'eau comme si elle venait de se souvenir que la prison fédérale existait bel et bien. Aucun nom, aucun pavillon, aucun signal d'identification, aucun feu de navigation. Juste une embarcation longue et basse, un de ces bateaux rapides utilisés par les trafiquants filant vers le nord-ouest à plus de 78 km à l'heure, laissant derrière elle une cicatrice blanche sur l'eau sombre. Le pilote inclina légèrement l'appareil vers la gauche. L'opérateur du capteur resserra le cadrage. L'image se précisa. 3 silhouettes se distinguaient à bord. Un homme à la barre, mais un autre près de la console centrale, un troisième assis tassé contre une bâche sombre tendue sur le pont. Le bateau s'enfonçait lourdement dans l'eau, la poupe trop basse, la proue claquant violemment à chaque vague. Premier signe suspect. Le second tenait à sa trajectoire, non pas vers une zone de pêche, non pas une dérive tranquille, mais un cap qui traversait un corridor bien connu du trafic maritime, une de ces routes que les cartels affectionnent, où les cartes semblent facultatives quand le plan d'affaires consiste à foncer et prier. L'équipage lança un appel radio. Navire non identifié, ici un aéronef des gardes-côtes des États-Unis, réduisez votre vitesse et identifiez-vous. Silence. Aucune réponse. Le bateau continuait sa course. Dans l'hélicoptère, personne ne parut surpris. Les équipes de contrebande ne répondent jamais poliment qu'elles transportent des stupéfiants. Elles fuient, elles se cachent, elles jettent dans leur cargaison. Elles espèrent que la vitesse l'emportera sur la surveillance, mais la vitesse ne sert à rien face à un adversaire qui n'est pas plus lent qu'elle. Quelques minutes plus tard, le navire garde-côte, positionné au sud de la zone, reçut le rapport de l'hélicoptère. Le contact filait à vive allure, refusait de répondre et présentait tous les signes classiques d'un bateau de trafic. Sur le pont du navire, l'équipe d'arraisonnement se mit en mouvement. Caméra corporelle vérifiée, armes sécurisées, casques enfilés, une embarcation pneumatique à coque rigide préparée pour être mise à l'eau. Pas de cris,
Pas de panique, seulement le rythme précis de gens qui avaient déjà vécu cela et qui espéraient, sans trop y croire, que les suspects feraient de meilleurs choix. Au-dessus, l'hélicoptère perdit un peu d'altitude. Le soleil commençait à teinter l'horizon de fines bandes orangées, rendant le bateau rapide plus visible à l'œil nu. Coque longue, plusieurs moteurs hors bord, aucune immatriculation visible, aucune marque. Un nouvel appel fut lancé. Arrêtez immédiatement votre navire. Vous faites l'objet d'une action des forces de l'ordre. Toujours rien. Puis le bateau vira brusquement. Non pas une simple correction de cap, mais un virage franc vers l'est, cherchant à profiter de la houle pour forcer l'hélicoptère à se repositionner. Le pilote savait qu'il avait été repéré. Il savait aussi que s'arrêter ne faisait plus partie de ses projets. L'un des hommes leva les yeux vers l'hélicoptère. Même à travers l'image granuleuse de la caméra thermique, son langage corporel ne laissait aucun doute. C'est à cet instant précis que la traque devint réelle. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère se plaça en position de suivi à l'arrière-bâbord du navire, assez proche pour dominer la situation, assez loin pour éviter tout mouvement imprudent depuis le bateau. Sous la bâche, quelque chose bougea. L'un des hommes se pencha, saisit un coin du tissu et le tira. Pendant un instant, plus personne ne parla dans le cockpit. Sous la bâche s'entassèrent des paquets rectangulaires, enveloppés de plastique sombre, empilés, serrés sur tout le pont. Trop nombreux pour un usage personnel, trop organisés pour être un hasard, trop lourds pour prétendre à une simple sortie de pêche matinale. Le bateau accéléra de nouveau, projetant des gerbes d'écume, tandis que le conducteur poussait les moteurs à fond. L'hélicoptère resta collé à lui, calme et implacable, une ombre d'acier planant au-dessus d'une erreur particulièrement coûteuse, car ce bateau ne transportait pas quelques paquets isolés. Il transportait une cargaison estimée à 65 800 000 $ de cocaïne, et l'équipage venait de le fixer dans son viseur. À partir de là, la traque cessa d'être une simple question de vitesse. Les 3 moteurs hors bord hurlaient à travers les Caraïbes, soulevant une longue traînée blanche qui ressemblait à une signature et au bas d'un aveu. La coque frappait l'eau de plein fouet, vague après vague, portant un poids que la physique elle-même semblait contester. Dans le cockpit de l'hélicoptère, aucun éclat de voix, seulement des communications radio brèves, des mains fermes et ce calme particulier qui met les mauvais joueurs terriblement mal à l'aise. Ces 2 avertissements avaient déjà été lancés, ignorés l'un comme l'autre, ce qui constituait une stratégie juridique audacieuse pour quelqu'un cherchant à paraître innocent. Le bateau vira de nouveau, plus sèchement cette fois, vers l'est, projetant de l'eau sur le flanc tribord. L'un des hommes faillit perdre l'équilibre et s'accrocha à la console. Le conducteur espérait sans doute que la houle jouerait en sa faveur, obligeant l'hélicoptère à se repositionner et compliquant tout futur arraisonnement. Une manœuvre intelligente, en théorie, mais bien inutile face à un équipage disposant d'aéronefs, de radars, de caméras, de radios, et d'absolument aucune envie d'être impressionné.
Au sud, le navire garde-côte mit son embarcation pneumatique à l'eau. L'équipe d'arraisonnement était déjà équipée. Casque, caméra corporelle en marche, armes sécurisées, liens en plastique prêts, trousse médicale vérifiée, sac à preuve préparé. Un bateau de contrebande à l'arrêt reste dangereux. Un bateau de contrebande en fuite l'est davantage. Et un bateau en fuite avec 3 hommes nerveux et des millions de cocaïne à bord ressemblait à un projet collectif où chacun avait pris la pire décision possible. Un nouvel appel radio resta sans réponse. Puis l'un des hommes s'accroupit près de la bâche et commença à tirer sur la cargaison. Un paquet rectangulaire glissa sur le pont. Puis un autre. L'homme en souleva un, chancela et le jeta par-dessus bord. Un premier ballot toucha l'eau et se mit à flotter derrière le bateau. Puis un deuxième, puis un troisième. La phase de panique venait de commencer. On ne jette pas des preuves collées à la mer quand on est un pêcheur innocent, à moins que la prise du jour ne soit interdite par la loi fédérale et emballée dans du plastique noir. L'opérateur du capteur nota chaque coordonnée. Chaque ballot fut consigné. Rien ne disparaît vraiment sur l'océan, pas quand on dispose de caméras, GPS et de patience. Une combinaison redoutable pour des trafiquants. L'hélicoptère descendit encore, le souffle des rotors ridant la surface de l'eau. L'ordre finit par tomber, préparer un tir d'immobilisation. Aucune célébration dans cette décision. Personne n'a envie de tirer au-dessus de l'eau libre, à moins que la situation ne l'exige absolument. Mais c'est exactement pour cela que cet escadron existe. Arrêter les embarcations rapides avant qu'elles ne disparaissent à l'horizon, avant que la cargaison n'atteigne la côte, avant que la violence liée à cet argent ne se propage à l'intérieur des terres. Des tirs de sommation crépitèrent au-dessus de l'eau, touchant la surface juste devant le bateau. Le message était clair. Presque une enseigne lumineuse annonçant que la période d'essai des mauvaises décisions venait d'expirer. Le conducteur ne s'arrêta pas. Il vira encore, plus brutalement. Mauvais choix. L'hélicoptère suivit le mouvement. Le tireur retrouva sa cible sur le bloc moteur. Le bateau se stabilisa une demi-seconde, le temps nécessaire. Un tir bref et maîtrisé toucha l'ensemble moteur arrière. Un des moteurs cracha une fumée noire. Un second tir frappa le bloc inférieur d'un autre moteur. Le vrombissement suraigu se transforma instantanément en grincement mécanique blessé. Le bateau perdit de la vitesse, 80 km/h, puis 60, puis 46. La proue s'assagit, le sillage s'effondra derrière lui. L'un des suspects leva les 2 mains. Un autre s'allongea à plat sur le pont. Le conducteur garda un instant la main sur la barre, comme si l'entêtement pouvait réparer un moteur. Il ne le pouvait pas. Le bateau se retrouva immobilisé, entouré de ballots flottants, de moteurs brisés et de 3 hommes venant de découvrir que la vitesse et la liberté ne sont pas la même chose. L'hélicoptère maintint sa position en surveillance, tandis que l'embarcation pneumatique approchait par le sud, projetant des embruns sur sa proue. La traque avait duré quelques minutes. Les conséquences, elles, dureraient des années. La houle roulait lentement sous la coque endommagée.
De la fumée s'échappait encore de l'un des moteurs. La poupe restait basse, trop basse, alourdie par la cargaison. Personne à bord de ce bateau n'avait envie de s'en expliquer devant un tribunal. L'équipe d'arraisonnement approchait, casques en place, caméras corporelles allumées, armes tenues d'eau basse mais prêtes. Et personne ne se précipitait sur les derniers mètres. C'est ainsi qu'on se blesse. Un bateau de contrebande peut sembler calme et rester dangereux. Il peut paraître fini et abriter encore une arme, ou un homme désespéré, convaincu qu'il lui reste une idée géniale. Or, les hommes désespérés à bord des bateaux de cartel ne sont guère réputés pour leurs idées géniales. L'officier d'arraisonnement éleva la voix par-dessus le bruit des moteurs, d'abord en anglais, puis en espagnol. Cette fois, ils obéirent. Curieux comme immobiliser 3 moteurs peut améliorer la communication. L'embarcation vint se placer le long du bateau. Un membre d'équipage accrocha le bastingage, un autre couvrit le pont. Les officiers montèrent à bord, bottes sur la fibre de verre mouillée, les yeux balayant chaque recoin main, ceinture, coin du pont, console, cargaison, compartiment moteur. Le conducteur fut écarté de la barre et maîtrisé. Le deuxième homme fut mis face contre le pont, main dans le dos. Le troisième continuait de faxer le centre du bateau, où la bâche avait été à moitié arrachée, révélant plusieurs paquets rectangulaires empilés en dessous. Sous la bâche, la cargaison était rangée en rangées serrées, plastique sombre, emballage étanche, couture scotchée, forme de brique, aucun filet de pêche, aucune glacière, aucun appât, aucune canne, rien que suffisamment d'emballage suspect pour que le mot loisir prenne ses distances. Au-dessus, la caméra thermique zoomait sur chaque mouvement du pont. La chaîne de preuve commençait avant même qu'un seul paquet ne soit touché. C'est ce que les trafiquants ne comprennent jamais. La course n'est pas le vrai combat. Le vrai combat, c'est la documentation. Coordonnées, horodatage, images des caméras corporelles, journaux radio, photographies, tests sur le terrain, chaîne de possession. L'océan peut être chaotique, la paperasse, elle, ne pardonne rien. Un paquet fut séparé de la pile. Une petite ouverture fut pratiquée dans l'emballage extérieur. Une couche, puis une autre, plastique, ruban adhésif, matière compressée scellée pour survivre à des jours en mer. Un échantillon fut prélevé, le kit de test sorti, quelques secondes écoulèrent, puis le résultat tomba. Positif à la cocaïne. Personne n'applaudit. Personne ne se félicita à voix haute. Ce simple changement de couleur sur le kit de test en disait plus long que n'importe quel discours. D'autres paquets furent découverts sous la bâche, puis sous un panneau secondaire, près des réservoirs de carburant. Le pont avait été modifié, un compartiment dissimulé courait le long de l'axe central, renforcé de fibres de verre grossières, cachées sous des planches amovibles. Ce n'était pas un travail de chantier naval professionnel, plutôt une menuiserie de cartel, fonctionnelle et disgracieuse, certainement pas homologuée. Sous les planches, davantage de briques, tassées à ne laisser presque aucun espace pour l'air.
Ce bateau n'avait pas simplement transporté de la cocaïne, il avait été construit autour d'elle. Pendant ce temps, les ballots jetés à la mer pendant la poursuite étaient récupérés un par un, repérés grâce aux coordonnées GPS enregistrées plus tôt. Les trafiquants avaient espéré que l'océan avalerait discrètement les preuves. L'océan, cette fois, n'eut pas voix au chapitre. Chaque ballot récupéré fut photographié, étiqueté, ajouté à la montagne grandissante de mauvaises nouvelles pour le cartel. L'estimation préliminaire finit par tomber sur les ondes radio. 65 800 000 $ de cocaïne. Le chiffre resta suspendu un instant dans l'air. Personne ne siffla d'admiration. Tout le monde savait ce que cela signifiait vraiment. Une telle somme, ce ne sont pas seulement des dollars, ce sont des salaires, des armes, du carburant, des parts de vin, des planques, de nouveaux bateaux, de nouveaux moteurs, de nouvelles routes et quelque part plus loin dans la chaîne, une nouvelle violence en préparation. Chaque brique posée sur ce pont représentait de l'argent censé remonter vers le nord et empoisonner tout ce qu'il aurait touché en chemin. Désormais, il séchait au soleil, étiqueté par les gardes-côtes. Les suspects furent déplacés sous surveillance armée, examinés, hydratés, séparés les uns des autres. Aucun interrogatoire sur le pont. Aucune scène de confession dramatique, tandis que les vagues claquaient contre la coque. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le rôle des gardes-côtes, ici, se limitait au contrôle, à la sécurité, à la préservation des preuves, au transfert. Le tribunal viendrait plus tard. Les suspects le savaient aussi. L'un fixait le pont, l'autre observait le comptage des paquets, le troisième continuait de scruter l'horizon, comme si un autre bateau pouvait surgir et inverser par magie le cours de la loi fédérale. Aucun bateau n'apparut, seulement le navire garde-côte, l'embarcation pneumatique, le bateau rapide immobilisé et l'hélicoptère toujours en train de tourner au-dessus, tel un rappel patient que la course s'était mal terminée pour tout le monde, sauf pour ceux en uniforme. Un boîtier GPS fut découvert, scellé dans une pochette étanche près de la console centrale, dissimulé derrière un panneau avec 2 téléphones satellites et une batterie de secours. L'écran était fissuré, mais l'appareil s'alluma encore. Des points de passage y étaient enregistrés, certains actifs, d'autres supprimés. Supprimer ne signifie pas disparu. Cela signifie simplement que quelqu'un avait tenté de nettoyer la cuisine après avoir brûlé la maison. L'appareil fut mis sous scellé, photographié, consigné. Il valait sans doute davantage qu'un simple ballot de cocaïne. Là où un paquet révèle ce qui circulait, un GPS peut révéler d'où cela venait, où cela allait, et qui attendait de l'autre côté. Ce n'était plus seulement une saisie, c'était une percée du renseignement. Le compartiment dissimulé fut inspecté de nouveau, fibres de verre grossières, panneaux renforcés, conduits de carburant détournés autour de l'espace cargo, aération supplémentaire, découpée dans le pont. Celui qui avait construit ce bateau savait exactement à quoi il servirait. Il n'avait pas été adapté pour la contrebande. Il était né pour cela. Chaque détail, style d'emballage, couleur du ruban adhésif, marquage sur les briques, planification des routes, charge de carburant,
constituait une signature. Le cartel n'avait pas seulement perdu une cargaison, il avait perdu des informations. Le dernier ballot récupéré fut aligné avec les autres. Le compte vérifié puis revérifié. L'équipage du navire continuait de travailler sous le soleil. Sueur au cou, gants trempés d'eau de mer, bottes plantées sur l'acier. Rien de spectaculaire là-dedans. Aucune explosion, aucune musique triomphale, seulement des professionnels disciplinés, veillant à ce que chaque élément de preuve survive au trajet entre l'océan ouvert et le tribunal fédéral. Oh, c'est cette partie-là que l'on voit rarement. La poursuite fait les gros titres. La documentation obtient les condamnations. Le navire finit par mettre le cap au nord. Derrière lui, la mer des Caraïbes retrouvait son calme, presque déplacé compte tenu de ce qui venait de se produire. Le bateau rapide, désormais désarmé, dérivait sous contrôle, moteur hors service, pont vidé de ses secrets, un sac de preuves à la fois. Les suspects n'étaient plus debout sous le soleil du matin. Ils étaient sécurisés, séparés, en cours de traitement. La cocaïne était empilée, étiquetée, photographiée, scellée. Le GPS était sous-scellé. Les téléphones satellites consignés, les images des caméras corporelles préservées. La poursuite était terminée. Les dégâts, eux, ne faisaient que commencer, car 65 800 000 $ de cocaïne ne disparaissent pas d'un bilan de cartel sans conséquence. Quelque part, très loin de ce navire, quelqu'un attendait un appel, des coordonnées, une fenêtre de livraison. Quelqu'un attendait que 3 hommes à bord d'un bateau rapide accomplissent la seule tâche pour laquelle ils avaient été payés. Au lieu de cela, la cargaison se trouvait désormais sous garde fédérale. Une nouvelle bien difficile à annoncer à qui que ce soit dans cette organisation. À bord, aucune célébration démonstrative, aucun casque lancé en l'air, aucun discours sur la justice pendant que le soleil se levait. Ce n'est pas ce genre d'opération. Les gardes-côtes n'ont pas besoin d'effets spectaculaires quand la pile de preuves ressemble déjà à un plan de retraite de cartel définitivement annulé. L'équipage poursuivait la procédure. Suspect vérifié, état médical consigné, inventaire des preuves passées en revue, poids de la contrebande confirmé, chaîne de possession vérifiée. L'hélicoptère, après avoir assuré la surveillance pendant toute la phase d'arraisonnement, repartit vers sa base pour ravitaillement. De l'extérieur, on aurait dit qu'il quittait simplement les lieux. En réalité, sa mission était déjà accomplie. Il avait repéré le fuyard, suivi sa trajectoire, enregistré les largages, immobilisé les moteurs et offert au navire une fenêtre d'arraisonnement propre. C'est là toute la discrétion de l'interdiction maritime, non pas dans le spectaculaire, mais dans le fait de réduire, minute après minute, les options du suspect jusqu'à ce qu'il ne lui reste que l'obéissance. Les analystes se penchèrent aussitôt sur les données recueillies. Cap du bateau, charge de carburant, configuration des moteurs, point GPS, marquage des ballots, contact des téléphones satellites, style d'emballage. Chaque trafic laisse des empreintes, pas seulement au sens propre, mais opérationnel. La façon dont la cargaison était emballée, l'endroit où elle était cachée, la manière dont le bateau avait été modifié, la route empruntée, les points enregistrés,
ceux effacés. Un seul ballot prouve une saisie de drogue. Une trace GPS peut exposer tout un réseau. C'est ce que les cartels redoutent le plus. Perdre la marchandise fait mal, perdre l'argent fait plus mal encore. Mais perdre la carte, c'est ce qui transforme une mauvaise matinée en plusieurs mois désastreux, car une telle cargaison ne voyage jamais seule. Elle relie des fournisseurs de carburant, des mécaniciens, des équipes de chargement, des relais radio, des complices corrompus, des équipes à terre, des bateaux de récupération, des équipes d'entrepôt, des acheteurs plus au nord. Les 3 hommes sur ce bateau n'étaient que la partie visible, pas toute la machine. Ils étaient les livreurs et ce jour-là, les livreurs ont ramené toute la facture avec eux. Le rapport préliminaire remonta la chaîne de commandement, rédigé en langage sobre, officiel, brutalement simple. Navire suspect, détecté. Refus d'obtempérer. Avertissement lancé. Tir d'immobilisation utilisé, navire arraisonné, contrebande récupérée, suspect détenu. Aucune emphase nécessaire, les faits parlaient d'eux-mêmes. 65 800 000 $ de cocaïne interceptés avant d'atteindre la côte. 3 suspects appréhendés vivants, aucun blessé chez les gardes-côtes, aucune preuve perdue, aucune évasion réussie. Ce n'est pas un coup de chance, c'est le fruit d'un entraînement. Ces équipages sont formés précisément pour cette fenêtre étroite et sous haute pression ou vitesse. Application de la loi aviation et jugement se rencontrent en un instant. Tirer trop tôt crée un problème. Attendre trop longtemps et le bateau disparaît. Viser au mauvais endroit et quelqu'un est blessé. Manquer les moteurs et la poursuite continue. Ce jour-là, chaque décision est tombée exactement là où la doctrine l'exigeait. Les trafiquants avaient misé sur la vitesse. Les gardes-côtes y avaient misé sur la méthode. La vitesse a tenu quelques minutes. La méthode a gagné le reste de la journée. Le navire finit par quitter la zone d'interception. Les ballots récupérés, sécurisés en cale, les suspects sous surveillance, le bateau endommagé maintenu sous contrôle en vue de son transfert. L'océan derrière eux avait englouti le poids de la cargaison, mais pas la mémoire de l'événement. Cette mémoire, elle, restait permanente. Vidéos, journaux radio, coordonnées, photographies, tests, poids, déclarations, horodatage. Le cartel n'avait pas seulement perdu de la cocaïne, il avait perdu la possibilité de prétendre que cette opération n'avait jamais existé. Et quelque part au nord de cette route, des gens qui attendaient cette cargaison se retrouvaient désormais face à un problème bien réel. Les acheteurs ne se soucient pas des excuses. Les chefs n'apprécient guère les surprises. Et les comptables détestent constater un inventaire manquant, surtout lorsque cet inventaire valait plus qu'une île prevée et s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre à bord d'un navire des gardes-côtes américains. Un bateau rapide avait commencé sa matinée comme une plateforme de contrebande valant 65 800 000 $. Il l'a terminé comme une pièce à conviction flottante dans un dossier fédéral. Une reconversion plutôt brutale. Et l'on peut se demander si l'on s'était trouvé aux commandes de ce navire ce matin-là. Aurait-on fait avancer l'hélicoptère plus vite encore? Ou aurait-on laissé un peu plus de temps au bateau pour obtempérer de lui-même?
Aurait-on ordonné l'immobilisation des moteurs dès les premiers largages de cargaison ou accordé un ultime avertissement avant d'agir? Ce sont des questions sans réponse évidente, de celles qui donnent envie d'y réfléchir longtemps après avoir refermé l'histoire, parce qu'en mer, chaque seconde compte. Un appel trop tardif peut faire perdre la cible. Un appel trop précipité peut bouleverser des vies et un équipage discipliné peut, à lui seul, priver un cartel de sa recette du jour avant même l'heure du petit déjeuner. Les trafiquants avaient cru que l'océan était assez vaste pour les dissimuler. Ils avaient cru que la vitesse suffirait. Et ils avaient cru que jeter l'épreuve à l'eau ferait disparaître le problème. Ils se sont trompés 3 fois de suite, ce qui reste impressionnant sans être d'une grande utilité. Au bout du compte, le bateau fut arrêté, la cocaïne fut saisie et l'équipage rentra sans une égratignure. Pas de drame, pas de chaos, seulement un hélicoptère, un navire, une équipe d'arraisonnement et un rappel particulièrement coûteux, celui que la vitesse sur l'eau comme ailleurs ne remplace jamais la loi.